Un mécanicien solitaire s'arrêta pour aider une policière et se figea en reconnaissant un visage qu'il n'oublierait jamais. La pluie tombait comme des larmes du ciel sur la route sombre de la périphérie de Lyon. Gabriel, un mécanicien de 47 ans aux mains durcies par la rouille et la solitude, voyait le monde à travers un pare-brise embué. Son vieux camion sentait l'huile et les souvenirs anciens. Il rentrait à son atelier vide, pour une nuit silencieuse de plus, lorsqu'il aperçut une voiture de patrouille arrêtée sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant comme un appel à l'aide. Il faillit continuer sa route. Gabriel n'aimait pas se mêler des affaires des autres. Ses propres blessures étaient trop profondes pour porter celles d'autrui. Mais quelque chose, un vestige de l'homme qu'il avait été, le poussa à ralentir et à s'arrêter derrière le véhicule. La silhouette de la policière, capuche relevée contre la pluie, tentait de changer un pneu crevé avec des gestes maladroits. Besoin d'aide? Demanda-t-il d'une voix rauque, peu utilisée. La femme se retourna et repoussa sa capuche. Et à cet instant, le monde de Gabriel s'effondra. Sa lampe éclaira son propre visage, et il vit. Il vit ses yeux verts, exactement les mêmes yeux verts de mer qu'il avait accompagnés dans ses rêves et ses cauchemars pendant 23 ans. La même courbe de sourcils, la même forme de visage. Un visage plus mûr, marqué par l'autorité et la fatigue, mais indéniablement reconnaissable. « Merci, monsieur. Le cric est défectueux, » dit-elle. Sa voix, bien que ferme, portait une cadence familière qui lui noua l'estomac. Gabriel assit figure. La pluie glacée lui coulait dans le cou, mais ce n'était pas cela qui le faisait trembler. Ses poumons refusaient de fonctionner. Elle, après toutes ces décennies. C'était le visage qu'il avait vu pour la dernière fois sur une photo tachée de larmes, serré contre le bras de sa mère, un jour d'automne qui avait coupé sa vie en un avant et un après. La policière fronça les sourcils en remarquant son état catatonique. « Monsieur, vous allez bien ?» Il avala sa salive avec difficulté, forçant l'air à entrer dans ses poumons. « Oui, pardon. Laissez-moi vous aider. » Ses mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient lorsqu'il prit les outils. Chaque geste devenait automatique, son instinct de mécanicien prenant le relais tandis que son esprit hurlait. « Carmen, pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» Il s'agenouilla dans la boue, évitant de la regarder à nouveau. La terre détrompée se mêlait à la pluie, froide et désagréable. « Il pleut beaucoup pour une patrouille seule, » murmura-t-il, tentant de paraître normal. « Il y a eu un accident un peu plus loin. Mon partenaire est allé porter secours. J'étais en route quand le pneu a crevé, » expliqua-t-elle en observant ses gestes habiles. « Vous êtes mécanicien? » « Oui. » La réponse fut brève. Il n'arrivait pas à développer. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « Moi aussi, j'ai un talent pour réparer les choses, » dit-elle avec un sourire fugace. « Mais pas les machines. Les gens. Les villes. C'est mon métier. » Gabriel s'arrêta net, serrant la clé dans son poing jusqu'à en avoir mal. Il leva les yeux vers ce visage éclairé par la lumière intérieure de la voiture. Et il vit alors le détail qui confirma sa certitude la plus profonde et la plus terrifiante. Une petite cicatrice en forme de croissant de lune juste au-dessus du sourcil gauche. La cicatrice qu'elle s'était faite à 4 ans en tombant de vélo, le vélo qu'il lui avait appris à monter. Le monde s'arrêta. Le bruit de la pluie disparut. Là, sur cette route sombre de France, sous un ciel en pleurs, Gabriel se retrouvait face à la fille qu'il avait cru morte depuis plus de 20 ans. Elle s'appelait Capitaine Élise Delacroix, selon ce qu'elle lui dit pendant qu'il resserrait les écrous. Gabriel répéta ce nom mentalement, chaque syllabe comme un coup de poignard. Delacroix, ce n'était pas son nom. Elle s'appelait Livia Morrow. Sa petite Livia, au rire facile et aux yeux brillants comme des émeraudes. « C'est terminé » dit-il en se relevant avec un gémissement qui avait plus à voir avec le poids de la révélation qu'avec l'âge. « Merci, vous m'avez évité une nuit encore pire. » Élise lui tendit la main. Capitaine Élise Delacroix. Il hésita en regardant cette main gantée. La toucher, c'était reconnaître un fantôme. Finalement, il la serra brièvement. Gabriel Morrow. Il utilisa volontairement son vrai nom, comme une épreuve, un fil d'espoir insensé. Son visage ne montra aucune reconnaissance. Rien, seulement une gratitude professionnelle. Morrow, un bon nom français. Il ressentit une douleur physique dans la poitrine. Elle ne savait pas, elle n'en avait aucune idée. Comment était-ce possible? Elle avait 6 ans lorsqu'elle avait disparu. Elle aurait dû se souvenir de quelque chose, de quelqu'un. « Puis-je vous offrir une boisson chaude pour vous remercier ?» proposa-t-elle en refermant le coffre. « Il y a un café ouvert 24 heures sur 24 à quelques kilomètres d'ici. C'est le minimum. » Gabriel failed at refuser. Fuir?
Retourner dans sa caverne de solitude semblait la seule option raisonnable. Mais ses pieds paraissaient enracinés dans l'asphalte détrompé. Il avait passé 23 ans à se demander, à rêver, à se reprocher. Maintenant, elle était là, vivante. Comment aurait-il pu tourner le dos? D'accord, accepta-t-il, la voix à peine audible. Dans le café éclairé par des néons, assis à une table en formica, il l'observa tandis qu'elle retirait son manteau. Ses gestes étaient précis, économes. Une femme endurcie, façonnée par un métier difficile. Mais au coin de ses yeux, lorsqu'elle souriait brièvement au serveur, il retrouvait des traces de la petite fille qu'elle avait été. Sa façon d'incliner la tête, de tenir sa tasse. « Vous êtes de Lyon, Gabriel ?» demanda-t-elle en buvant une gorgée de café. « Oui, je suis né ici. J'ai grandi ici. Et j'y ai fondé une famille, pensa-t-il avec douleur. Et vous? Je suis né dans le sud, près de Marseille. Mais j'ai déménagé très jeune. Mes parents adoptifs vivaient à Paris. » Le mot adoptif résonna dans sa tête comme une cloche. Adoptif. Elle savait donc. Elle savait qu'elle n'était pas leur fille biologique. Mais elle ignorait d'où elle venait réellement. Et vos parents, biologiques, osa-t-il demander, les mains moites sous la table. Élise se fit grave. Un voile de tristesse passa dans son regard. Je ne sais pas. J'ai été abandonnée dans un orphelinat quand j'étais très petite. Je n'ai pas de souvenir clair de cette époque. Mes parents adoptifs sont merveilleux, mais il y a toujours eu un vide, un puzzle auquel il manque des pièces. Elle le regarda attentivement. Vous semblez être un homme qui porte aussi des vides, Gabriel. Il manqua de s'étouffer avec son café. Sa lucidité était troublante. La vie nous marque tous, répondit-il, évasif. Certaines marques sont plus profondes, dit-elle, et pendant un instant, son regard se perdit, comme si elle voyait quelque chose de lointain. Parfois, j'ai des flashs, des odeurs, l'odeur de l'essence, délices ensemble. Un rire fort, mais tout est si flou. Essence E.T.less. L'atelier de Gabriel se trouvait derrière la maison. Sa femme, Clara, avait planté des lys le long de la clôture. Chaque été, le parfum sucré des fleurs se mêlait à l'odeur de l'atelier. Il ferma les yeux, luttant contre la vague d'émotions. Les souvenirs sont des choses traîtresses, murmura-t-il. Elle acquiesça, puis sa radio grésilla. Elle répondit aussitôt, sa posture redevenant celle de l'officier. De la croix à l'appareil. Reçu. J'y serai dans 10 minutes. Elle raccrocha et se leva. Je dois y aller. Merci encore, Gabriel. Elle sortit une carte de sa poche et la posa sur la table. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Vraiment. Il prit la carte, les doigts tremblants. Capitaine Élise Delacroix. Division des crimes majeurs. Commissariat Central de Lyon. Lorsqu'elle quitta le café, Gabriel resta à fixer la carte, puis la porte qui se refermait derrière elle. Sa fille était policière. Et lui, un homme brisé vivant dans l'ombre, détenait un secret capable de détruire la vie qu'elle s'était construite. Il n'avait pas seulement retrouvé sa fille perdue. Il avait rencontré la seule personne qui, en enquêtant sur son propre passé, pourrait découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit d'automne de l'an 2000. La nuit où Livia disparut. La nuit où sa femme, Clara, mourut. La nuit qu'il avait passé les 2 dernières décennies à tenter d'oublier. L'atelier de Gabriel était un sanctuaire de ferraille et de souvenirs rouillés. Mais ce soir-là, le silence habituel fut remplacé par le tumulte de son esprit. Il n'arrivait pas à chasser ce visage de sa tête. Les yeux d'Élise Olivia brûlaient dans sa rétine. Il se dirigea vers une armoire verrouillée au fond de l'atelier. Avec des clés qu'il n'avait pas utilisées depuis des années, il l'ouvrit. À l'intérieur, dans une boîte en métal cabossée, se trouvait son passé, des photos passées de couleur d'une femme souriante aux cheveux bouclés, Clara, et d'une petite fille avec des rubans dans les cheveux et un sourire auquel manquait une dent, Livia. Il y avait aussi un ours en peluche avec une oreille recousue et un article de journal jauni, soigneusement plié. Gabriel déplia l'article. Le titre hurlait. Une fillette disparaît et sa mère retrouvée morte à son domicile à Lyon. La date, 15 octobre 2000. La photo montrait la façade de son ancienne maison, entourée de rubans de police. Il relut le texte pour la 1000e fois, bien qu'il en connût chaque mot par cœur. Clara Moreau, 28 ans, a été retrouvée sans vie par son mari, Gabriel Moreau, 30 ans, mécanicien, à son retour du travail. Leur fille, Livia, 6 ans, est portée disparue. La police traite l'affaire comme un enlèvement suivi d'homicide. Aucune piste substantielle à ce stade. Il avait été le principal suspect. C'est toujours le mari, n'est-ce pas? Et il n'avait pas d'alibi solide. Il était seul à l'atelier,
en train de réparer la voiture d'un client. Personne ne l'avait vu. Les interrogatoires avaient été brutaux. La méfiance du voisinage dévastatrice. Lorsque, après des mois, l'enquête s'était enlisée et que Livia n'avait pas été retrouvée, on l'avait présumée morte. Gabriel s'était effondré. Il avait vendu la maison, déménagé dans un autre quartier, tenté de disparaître à l'intérieur de sa propre peau. À présent, elle était vivante. Et elle était policière, traquant des criminels, peut-être même des affaires semblables à la sienne. Les jours suivants, Gabriel devint une ombre. Il conduisait jusqu'au commissariat central et se garait de l'autre côté de la rue, observant l'entrée. Il voyait Élise arriver tôt le matin, d'un pas déterminé. Il la voyait repartir le soir, parfois avec des collègues, le plus souvent seule. Elle avait une vie, une carrière, des amis. Devait-il l'approcher, lui dire la vérité? Mais quelle vérité? La vérité était qu'il ne savait pas ce qui s'était réellement passé. Il avait trouvé Clara étendue sur le sol de la cuisine, la tête ensanglantée. Livia n'était pas dans sa chambre. La maison était étrangement silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge du salon marquant le temps d'un monde qui s'était écroulé. Il y avait pourtant d'autres souvenirs. Des fragments qu'il avait enfouis si profondément qu'ils ressemblaient parfois à des rêves. Des disputes avec Clara durant ces derniers mois. L'argent qui manquait. Elle parlant de partir, d'emmener Livia. Des menaces murmurées lors de nuits de colère. Et il y avait le sujet. L'homme qui était apparu plusieurs fois près de la maison, que Clara disait être un vendeur. Mais Gabriel avait vu à quel point elle devenait nerveuse lorsqu'il se présentait. Un après-midi, perdu dans ses pensées sombres alors qu'il réparait un pot d'échappement, la clochette de l'atelier tinta. Gabriel se leva en s'essuyant les mains sur un chiffon sale. En ouvrant la porte, son cœur s'arrêta. Élise Delacroix se tenait devant lui, cette fois en civil, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir. Son visage était sérieux, professionnel, mais ses yeux verts transperçaient les siens. « Gabriel, j'ai besoin de vous parler. » La panique Glockeson sang. Elle savait. Elle avait découvert. « Capitaine, qu'est-ce qui passe-t-il? Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, regardant déjà au-delà de lui, vers le désordre de l'atelier. Il la laissa passer, l'esprit en ébullition. Elle refusa de s'asseoir, restant debout au milieu de l'atelier, observant les outils, les pièces automobiles, les photos de calendrier défraîchis accrochés au mur. Gabriel Moreau, commença-t-elle, et l'usage de son nom complet résonna comme une sentence. J'ai procédé à une vérification de routine après notre rencontre. Vous savez, précaution professionnelle. I.L. Restamewit, attendant le coup. Votre nom est apparu dans un ancien dossier. Une affaire d'homicide et de disparition. De l'année 2000. L'air quitta ses poumons. Il s'appuya contre un établi. Vous étiez le mari de Clara Moreau, le père de Livia Moreau, la fillette disparue. Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Élise étudia son visage et il vit une confusion rare dans ses yeux. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit cette nuit-là »« Que dire ?» Sa voix sortit râpeuse. « Ma vie s'est arrêtée ce jour-là. Je croyais ma fille morte. Elle resta silencieuse un long moment. Je révis certains colcases. Celui de Livia Moreau en fait partie. Gabriel sentit le sol vaciller sous ses pieds. Pourquoi? Après toutes ces années? Nouvelle directive. Nouvelles technologies. Elle s'arrêta et quelque chose changea dans son expression. Une vulnérabilité fugace. Et quelque chose chez vous m'a touché. Votre douleur me semblait familière, comme si je la reconnaissais. Il manqua de s'effondrer. Elle avait senti. La connexion, même inconsciente, était là. Puis-je vous poser quelques questions à propos de ce jour-là, de votre épouse? Gabriel acquiesça, son monde s'écroulant et se reconstruisant en même temps, tandis qu'il commençait à parler. Pesant chaque mot comme quelqu'un qui marche sur du verre, il ne savait pas s'il s'agissait de sa rédemption ou de sa condamnation finale. Car la personne qui enquêtait sur la disparition de sa fille était cette fille disparue elle-même. Et quelque part, dans les ombres de sa propre mémoire, se cachait une vérité qu'il redoutait plus que tout autre. Les séances de questions commencèrent discrètement. Élise venait à l'atelier après son service, toujours en civil, toujours avec un carnet discret. Pour Gabriel, c'était un paradoxe douloureux. Chaque visite était à la fois une torture et une bénédiction. La voir, entendre sa voix, être près d'elle après tant d'années relevé du miracle. Mais chaque question l'entraînait dans un abîme qu'il avait tenté de combler pendant 2 décennies par le travail et la solitude. « Décrivez encore l'état de la maison à votre arrivée », demandait-elle, le regard fixé sur lui, analytique. C'était silencieux.
Trop silencieux. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai appelé Clara. Rien. Il ferma les yeux, revoyant la scène. Je suis allé à la cuisine. Elle était par terre. Il y avait du sang, un vase cassé près d'elle. Et Livia, sa chambre, vide. Le lit était en désordre. Son ours en peluche, Bonnie, il était tombé par terre. Sa voix se brisa. Il vit Élise noter quelque chose, son expression impénétrable. Vous et Clara aviez des problèmes? Gabriel hésita. C'était la question dangereuse. Tous les couples ont des problèmes. L'argent manquait. Elle était différente ces derniers mois. De Stan. A-t-elle mentionné quelqu'un de nouveau dans sa vie? Le sujet, l'image de l'homme au costume bon marché, toujours en train de fumer près du portail, surgit dans son esprit. Mais parler de lui revenait à ouvrir une porte qu'il redoutait. Car lors de leur dernière dispute, Clara avait crié quelque chose. Quelque chose comme « Il prendra mieux soin de moi ». Gabriel avait toujours interprété ce « il » comme un amant. Mais si ce n'était pas le cas, je ne me souviens pas, mentit-il en évitant son regard. Élise referma son carnet ce soir-là, mais ne partit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle, ses yeux se posant sur une petite photo poussiéreuse sur une étagère. C'était une photo de Gabriel plus jeune, avec Clara et Livia lors d'un pique-nique. Il ignorait pourquoi il la gardait en vue. Peut-être une forme de punition. « C'est votre famille ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Il hocha la tête, la gorge nouée. Elle prit la photo et l'examina. Longtemps, elle resta silencieuse. Gabriel observa son visage, cherchant le moindre signe de reconnaissance. Elle regardait l'image de la petite Livia, de Clara, de lui. Rien. Seulement la curiosité professionnelle d'une policière. Elle était belle. Votre fille. Élise reposa la photo avec un soin presque étrange. J'ai trouvé certaines choses dans le dossier. Des choses qui n'ont pas de sens. Comme quoi, le rapport indique qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Et que la seule personne, en dehors de vous, ayant accès à la maison était une voisine qui possédait un double des clés. Mais cette voisine avait un alibi solide. Gabriel le savait. C'était l'une des raisons pour lesquelles la police l'avait empressé. Il y avait aussi le témoignage d'un témoin qui a été écarté. Un enfant qui jouait dans la rue a dit avoir vu une voiture bleu foncé stationnée près de la maison en début d'après-midi. Cette voiture n'a jamais été sérieusement investiguée. Une voiture bleu foncé. Quelque chose résonna dans la mémoire de Gabriel, lointain, comme un son sous l'eau. Il tenta d'attraper ce souvenir, mais il lui échappa. Élise le regarda, et pour la première fois, il vit autre chose que la policière. Il vit une femme fatiguée, portant ses propres fantômes. Savez-vous pourquoi je suis entré dans la police? À cause de cas comme celui-ci. Des enfants disparus, des familles détruites. J'ai toujours pensé que si je pouvais résoudre ne serait-ce qu'une seule affaire, offrir une conclusion à une seule famille, cela comblerait peut-être un peu mon propre vide. Ces mots, prononcés avec une telle vulnérabilité, donnèrent presque à Gabriel l'élan de tout avouer. Tu es ma fille. Tu es l'affaire que tu essaies de résoudre. Mais la peur le paralysa. La peur qu'en sachant la vérité, elle le haïsse. La peur que la vérité la brise. Et plus profondément encore, la peur de ce qu'elle pourrait découvrir sur lui au cours de cette enquête. Lorsqu'elle partit, promettant de revenir avec d'autres questions, Gabriel resta assis dans l'obscurité de l'atelier. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il devait découvrir ce qui s'était réellement passé. Pour lui, pour Clara, pour Livia, il retourna au fond de l'atelier vers la boîte en métal. Cette fois, il chercha quelque chose qu'il avait évité pendant des années, un vieux agenda de Clara que la police lui avait rendu. Il l'ouvrit, feuilletant les pages jaunies. Et alors, en octobre 2000, il trouva une entrée, 3 jours avant la tragédie, avec un numéro de téléphone et une note. Ehiazulon, 15H, à Porter Docks. Ehiazulon, était-ce un surnom, un code? Et doc signifiait document? Quel document? Gabriel fixa le numéro. Une décision se forma en lui, plus forte que la peur. Il devait appeler. Il devait découvrir qui était Erzulao. Car, soudain, il eut la terrible intuition que Clara gardait un secret bien plus lourd qu'une simple liaison. Et que ce secret était peut-être la clé non seulement de ce qui s'était passé ce jour-là, mais aussi de la raison pour laquelle sa fille avait été enlevée et élevée sous un autre nom, sans aucun souvenir de son passé. Le numéro figurant dans l'agenda était hors service. Gabriel passa la nuit à faire des recherches sur un vieil ordinateur de l'atelier, cherchant Azulao en lien avec Lyon autour de l'année 2000.
Des heures de frustration passèrent jusqu'à ce que, sur un forum obscur consacré aux voitures classiques, il trouve une mention. Azulao était un surnom local donné à une BMW série 3 bleu marine, un modèle des années 90 qu'un mécanicien spécialisé avait l'habitude de tuner dans un atelier de la banlieue nord. Le nom de l'atelier? Garage du Nord, appartenant à un certain René Valois. René, Azulao. Le lendemain, Gabriel ferma son atelier et conduisit jusqu'à l'adresse qu'il avait trouvée. L'endroit était plus grand et plus moderne que le sien, mais dégageait une impression d'abandon. L'enseigne était délavée. Il se gara dans la rue et observa. Pendant des heures, rien. Puis, en fin d'après-midi, un homme d'une 60aine d'années, maigre, les bras couverts de tatouages, sortit et ferma le portail à clé. René Valois. Gabriel le suivit, gardant une distance prudente. L'homme conduisit jusqu'à un immeuble modeste. Gabriel attendit, hésitant. Que lui dirait-il? « Bonjour, vous souvenez-vous de ma femme morte? Elle avait rendez-vous avec vous quelques jours avant d'être assassinée. » À cet instant, son téléphone vibra. C'était Elise. « Gabriel, j'ai besoin de te voir. J'ai trouvé quelque chose. Sunker Essembala. »« Quoi? Mieux vaut en parler en personne. »« À ton atelier, dans 1 heure ?» Il accepta, jetant un dernier regard à l'immeuble où René était entré. Le temps pressait. Quand Élise arriva à l'atelier, elle semblait différente, fébrile. Ses yeux verts brillaient d'une intensité qu'il ne lui avait jamais vue. « J'ai réussi à accéder à certains dossiers anciens, mal numérisés. Commença-t-elle sans détour. Le rapport du témoin concernant la voiture bleue. L'enfant avait donné plus de détails. Il disait que la voiture portait un autocollant sur le pare-brise. Un autocollant représentant un outil croisé avec une clé anglaise. Un frisson parcourut Gabriel. C'était le logo du Garage du Nord. « Et ce n'est pas tout ?» poursuivit Élise en baissant la voix. L'enquêteur d'origine, un détective nommé Marchand, a laissé une note manuscrite dans la marge. Il a écrit « V a des connexions. Prudence. »« V ?» demanda Gabriel, bien qu'il connaisse déjà la réponse. René Valois confirme lease. Il avait un casier. Petit délit, vol de pièces automobiles. Mais il courait des rumeurs selon lesquelles il travaillait pour des gens plus dangereux. Recyclage de voitures volées, peut-être pire. Le détective Marchand semble avoir été écarté de l'affaire peu après cette note. L'esprit de Gabriel tournait à toute vitesse. Clara rencontrant un homme comme René Valois. Pourquoi? Quel dope devait-elle apporter? Je dois lui parler, déclara Élise avec détermination. Valois, il vit toujours en ville. Nan, le mot sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. C'est dangereux, s'il est impliqué, s'il a des connexions. C'est mon travail, Gabriel, répondit-elle fermement. Et c'est ta fille qui a disparu. L'expression « ta fille » le frappa d'une douleur nouvelle et atroce. Il était tiraillé entre le besoin de la protéger et celui de connaître enfin la vérité. « Je viendrai avec toi », dit-il, improvisant. « Je peux être utile. En tant que mécanicien, je peux l'aborder sous un prétexte professionnel. » Élise hésita, puis acquiesça. « D'accord, demain, je viendrai te chercher ici. » Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il fouilla la petite maison derrière l'atelier, cherchant tout document que Clara aurait pu cacher. Finalement, sous une planche décellée dans un placard, il trouva quelque chose. Une enveloppe jaune, sans adresse. À l'intérieur, des actes de naissance. Le sien, celui de Clara et celui de Livia. Et une seule feuille, avec une liste de noms et de numéros incompréhensibles. En bas de page, une signature, Hervé. René Valois n'était pas un amant. C'était un contact. Mais pourquoi? Le lendemain, quand Élise arriva, Gabriel était prêt. Sur la route vers l'appartement de Valois, il observa son profil, la détermination gravée sur son visage. « Le courage de Clara », comprit-elle. La même obstination. Valois n'était pas chez lui. Une voisine leur dit qu'il était parti rendre visite à sa sœur à Grenoble, mais qu'il rentrerait le soir. Frustrés, ils décidèrent d'attendre dans un café voisin. C'est alors qu'Élise reçut un appel du commissariat. Elle s'éloigna pour répondre, et lorsqu'elle revint, son visage était livide. « Qu'y a-t-il » demanda Gabriel, inquiet. « C'est à propos du détective Marchand, celui qui enquêtait sur ton affaire à l'origine. » Elle avala sa salive. « Il est mort dans un accident de voiture 2 semaines après avoir été écarté du dossier. Accident en solo. La voiture était une BMW bleu marine. » Leurs regards se croisèrent. La peur dans les yeux d'Élise était palpable, mais il y avait aussi autre chose.
la colère froide d'une policière qui flaire une conspiration. Quelqu'un l'a fait taire, murmura-t-elle. Et si Valois est impliqué, il peut être dangereux. Peut-être devrions-nous laisser ça à la police. Tu es la police, lui rappela Gabriel. Oui, et je vais résoudre cette affaire. Mais toi, tu dois rester à l'écart, Gabriel. Ça devient dangereux. Il vit l'inquiétude sincère dans ses yeux. Elle voulait le protéger. L'ironie était si forte qu'il eut presque envie de rire. Sa fille, qui cherchait à protéger son père sans savoir qu'il était son père. À cet instant, le téléphone de Gabriel sonna. Numéro inconnu. Il répondit avec prudence. Une voix rauque et menaçante grésilla à l'autre bout du fil. « Gabriel Morrow, j'ai entendu dire que tu posais des questions sur moi, sur le passé. Certaines choses devraient rester enterrées, pour ta sécurité et pour celle de ceux qui t'entourent. » La ligne se coupa. Gabriel regarda son téléphone, puis Élise, qui l'observait, en alerte. Qui c'était? Demandait-il. Il ne répondit pas, car la vérité était désormais claire. Ils avaient mis le pied dans un nid de guêpes, et le passé n'était pas seulement vivant. Ils venaient les tuer. Menacés, mais plus déterminés que jamais, Gabriel et Élise élaborèrent un plan. Elle enregistrerait officiellement la réouverture de l'enquête sur la base des nouvelles preuves, ce qui leur offrirait une certaine protection. Pendant ce temps, ils tenteraient de retrouver Valois avant qu'il ne le retrouve. Mais Valois fut plus rapide. Cette nuit-là, l'atelier de Gabriel fut cambriolé. La porte forcée, les outils éparpillés, la boîte en métal contenant ses souvenirs fouillés. La photo de famille était déchirée en deux. Un message clair, cesse d'enquêter. Alertée par Gabriel, Élise arriva avec des renforts. La scène fut traitée comme une simple effraction, mais tous deux connaissaient la vérité. Tandis que les policiers relevaient des indices, Élise entraîna Gabriel à l'écart. Il sait que nous sommes sur sa piste. Il faut l'amener en interrogatoire avant qu'il ne disparaisse ou qu'il fasse pire. J'ai une idée, dit Gabriel, un souvenir remontant à la surface. Valois est mécanicien, préparateur. Il est fier de son travail. Il y a un rassemblement de voitures classiques demain à Villeurbanne. S'il est en ville, il y sera. C'est le genre d'événement qu'il ne raterait jamais. Élise acquiesça. C'était risqué, mais c'était leur meilleure chance. Le lendemain, sur le parking bondé du rassemblement automobile, Gabriel se sentait à découvert. Il portait une casquette enfoncée sur la tête, mais son anxiété était à son comble. Élise et deux collègues en civil étaient positionnés stratégiquement. Et puis, ils le virent. René Valois, plus vieux et plus voûté que sur les photos, admirait une BMW bleue restaurée, le fameux Azulao. Élise donna le signal. Elle et ses collègues s'approchèrent, montrant leurs insignes. Gabriel observa de loin, le cœur battant à tout rompre. Il vit Valois se figer, puis protester. Une brève altercation eut lieu, et Valois fut conduit dans une voiture banalisée. Au commissariat, derrière une vitre sans teint, Gabriel assista à l'interrogatoire. Valois y est tout. Y est connaître Clara. Y est s'être trouvé près de la maison ce jour-là. Mais son langage corporel trahissait un homme effrayé, pas un innocent. Élise fut méthodique. Elle lui montra la page de l'agenda. La liste de noms avec sa signature. Valois transpirait. Elle me payait pour obtenir de nouveaux documents. Finit-il par avouer, la voix tremblante. Des passeports, des identités, pour elle et pour la petite. Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Clara voulait fuir, avec Livia. Le fuir, lui, pour qui? Pressa Élise. Pour se protéger. Elle avait peur. Du mari, disait-elle. Valois regarda droit vers la vitre, comme s'il savait que Gabriel était là. Elle disait qu'il était violent, qu'elle avait découvert quelque chose sur lui, quelque chose de grave, et qu'il la tuerait si elle parlait. Des mensonges. Tout était faux. Clara n'avait jamais eu peur de lui. Mais, et si cette peur n'avait pas été de lui, mais de ce qu'elle avait découvert à son sujet? Une idée horrible commença à prendre forme. Et le 15 octobre, demanda Élise la voix glaciale. Je devais la retrouver. Elle devait me payer le reste et récupérer les documents. Mais quand je suis arrivé près de la maison, j'ai vu l'ambulance, les policiers. J'ai eu peur et je suis parti. Je le jure. Et la fillette, Livia, Valois pâlit. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu l'enfant. Il mentait. Gabriel le voyait. Mais avant qu'Élise ne puisse le pousser davantage, un avocat coûteux entra dans la salle, exigeant la libération de son client. Valois avait des moyens et des protections. Frustrée, Élise dut le relâcher, non sans avoir prélevé son ADN.
sous prétexte de le comparer à d'anciennes preuves. Dans la salle d'observation, Gabriel était en lambeaux. Clara voulait fuir. Elle avait peur de quelque chose en lien avec lui. Mais de quoi? Cette nuit-là, dans la solitude de son atelier violé, Gabriel laissa enfin remonter le souvenir le plus enfoui. La dispute. La dernière dispute. Clara Herland. Je sais ce que tu as fait. Gabriel, j'ai vu les papiers. Si je parle, ils t'arrêteront et je ne reverrai jamais Livia. Quel papier? Qu'avait-il fait? Et soudain, comme un éclair, il se souvint. 6 mois avant la tragédie, il avait travaillé pour un homme. Un homme qui avait payé en liquide pour réparer une voiture aux traces suspectes. Cet homme était connu dans le quartier, lié au crime organisé. Gabriel, désespéré d'argent, avait fait le travail et s'était tu. Mais il avait laissé une pièce de rechange dans la voiture avec le numéro de série de son atelier. Une pièce capable de le relier à ce véhicule, utilisé plus tard lors d'un braquage à main armée. Clara avait dû trouver le reçu du paiement ou entendre quelque chose. Elle croyait qu'il était mêlé à quelque chose de dangereux, que la police viendrait le chercher. Et elle voulait protéger Livia en l'emmenant loin. Mais elle ne l'avait pas dénoncé. Au lieu de cela, elle préparait une fuite. Et puis, le jour du départ, quelque chose avait terriblement mal tourné. Son téléphone sonna. C'était le laboratoire ADN de la police, qui cherchait à joindre Elise, mais celle-ci avait demandé qu'on l'appelle à défaut. Les résultats de la comparaison de l'ADN de Valois avec certaines preuves non liées de l'affaire, une cigarette retrouvée près de la maison, étaient prêts. Négatif, il n'était pas l'assassin. Mais il y avait autre chose. Par curiosité, le technicien avait comparé l'ADN de Valois avec certaines traces non identifiées du dossier Livia Moreau. Et il y avait une correspondance partielle. Une correspondance familiale. Valois n'était pas le père. Mais il existait un lien de parenté possible. Oncle? Cousin? Gabriel raccrocha, le cerveau en ébullition. Parenté. Clara n'avait pas de frère. Lui, Gabriel, avait eu un frère, mort des années plus tôt. Alors, de qui Valois était-il parent? À moins que la correspondance ne soit pas avec Livia. À moins qu'elle ne soit avec Clara. Un frère perdu? Un cousin qu'elle n'avait jamais mentionné? Quelqu'un qu'elle aurait peut-être contacté pour l'aider à fuir? Et soudain, la dernière pièce du puzzle s'emboîta avec un choc sourd qui lui coupa le souffle. Clara ne craignait pas que Gabriel soit arrêté. Elle craignait que la véritable identité de Gabriel soit révélée. Car Gabriel Moreau n'était pas son vrai nom. Il avait fui sa propre vie des années auparavant, changé d'identité après un accident de la route mortelle dont il ne se souvenait pas, mais dont il se soupçonnait responsable. Clara était la seule à le savoir. Et si elle préparait une fuite avec une nouvelle identité, elle avait peut-être contacté des gens du milieu, comme Valois, pour obtenir des papiers. Et peut-être que l'un d'eux avait découvert qui Gabriel était réellement, y voyant une occasion de chantage. Au pire, la cloche de l'atelier sonna, insistant dans la nuit silencieuse. Gabriel s'approcha de la porte, le cœur battant comme un tambour. Dehors, sous la lumière du lampadaire, se tenait Élise. Mais quelque chose était différent. Dans ses mains, elle tenait une chemise épaisse. Et sur son visage, une expression qui ne lui avait jamais vue, un mélange d'horreur, d'incrédulité et d'une douleur si profonde qu'elle lui serra le cœur. « Gabriel » dit-elle d'une voix brisée. J'ai trouvé une photo dans les archives personnelles du détective Marchand. Une photo qu'il avait cachée. Elle ouvrit la chemise et en sortit une photographie plastifiée. On y voyait Clara tenant la main d'une petite fille dans un parc. La fillette était Livia. Mais à l'arrière-plan, partiellement coupé, se trouvait un homme. Un homme plus jeune, souriant. C'était Gabriel. Une photo de famille banale. Sauf pour un détail. Quelqu'un, sans doute Marchand, avait entouré le visage de l'homme et écrit à la main, en rouge, Gabriel Moreau, equals a land due Jarda? À vérifier. Gabriel recula comme s'il avait été frappé. A land due Jarda. Le nom qu'il avait enterré. Le nom de l'homme qu'il avait été avant. Élise le regarda, et il vit l'instant précis où le savoir, la déduction et les fragments de mémoire entrèrent en collision dans ses yeux verts. Son visage se vida de toutes couleurs. Alain Dujardin, murmura-t-elle, le nom semblant lui brûler la langue. Le conducteur qui a pris la fuite après avoir renversé et tué un couple à Paris en 1998. Un couple nommé Delacroix. Ses yeux se remplirent de larmes de choc et de compréhension. Mes parents biologiques. Elle recula d'un pas, serrant la photo comme une arme. Toi, tu as tué mes parents. Et ensuite, tu m'as enlevé? Le monde se désintégra.
Gabriel Alain vit sa vie. Ses mensonges, son château de sable s'effondrait sous les yeux de la seule personne qu'il ait jamais voulu protéger. Et désormais, elle ne le regardait plus comme une fille possible, mais comme le monstre qui avait détruit sa première vie. Ce n'est pas comme ça. Sa voix n'était qu'un gémissement. S'il te plaît, Elise. Livia, laisse-moi t'expliquer. Livia est morte, cria-t-elle, les larmes coulant librement. Tu l'as tuée avec mes parents. Non, je n'ai renversé personne. Je le jure. Mais l'histoire qu'il raconta, là, dans l'atelier glacé, était encore plus tortueuse. Oui, il était Alain Dujardin, un jeune mécanicien rentrant chez lui après une double garde en 1998. Il pleuvait, comme aujourd'hui. Il vit l'accident se produire sous ses yeux, un camion perdant le contrôle et percutant une voiture. Le camion prit la fuite. Alain s'arrêta, courut pour aider. Le couple dans la voiture était grièvement blessé. La femme, dans son dernier souffle, montra la banquette arrière où une petite fille, ensanglantée mais vivante, pleurait. « Sauvée, notre Livia », murmura-t-elle. Alain prit l'enfant. Elle était en état de choc. Il l'emmena, mais en chemin, quelque chose bascula. Lui-même était orphelin, élevé dans des foyers cruels. Il vit dans cet enfant un destin semblable au sien. Et dans un moment de folie impulsive, nourri par l'épuisement et une solitude profonde, il ne la conduisit pas à l'hôpital. Il l'emmena chez lui, chez Clara, sa fiancée. Ils inventèrent une histoire. Dire qu'elle était la fille d'un cousin éloigné décédé. Clara, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, accepta avec joie. Il devint Gabriel, Clara et Livia Moreau. Il changea de nom, de ville, tenta de recommencer à zéro. « Mais tu m'as kidnappé », dit Élise Livia d'une voix tremblante, la colère luttant contre la confusion. « Je t'ai sauvé », insista-t-il, désespéré, du système, de la douleur. Je t'ai aimé comme ma fille dès le premier instant. Et mes parents? Ils sont morts seuls dans cette voiture, en pensant que leur fille était morte aussi. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. J'ai appelé anonymement, mais ils n'ont pas survécu. Je l'ai vérifié dans les journaux après. Il raconta comment, des années plus tard, Clara découvrit la vérité. Elle trouva de vieux articles de presse cachés. L'accident. L'enfant disparut. Elle fut terrifiée. Pas par lui, mais par la possibilité de perdre Livia. Elle craignait que, si la vérité éclatait, l'enfant leur soit enlevé. Et pire encore, que Gabriel soit arrêté pour enlèvement. Elle voulut fuir, créer de nouvelles identités pour eux trois, afin de se protéger. Elle a contacté Valois pour obtenir de faux papiers. Poursuivit Gabriel, la douleur encore vive. Mais quelqu'un l'a découvert. Quelqu'un qui savait qui j'étais. Qui savait que j'avais été témoin de l'accident et que je pouvais identifier le camion qu'il avait réellement causé. Un camion appartenant à une entreprise liée au crime organisé. Il ne pouvait pas me laisser en vie. Alors qui a tué Clara? Demanda Élise, son esprit de policière luttant pour absorber la révélation émotionnelle. Je ne sais pas. Peut-être des hommes envoyés par le propriétaire du camion. Peut-être Valois, qui a vu une occasion de chantage qui a mal tourné. Ils sont arrivés quand Clara était seule, cherchant les documents pour la fuite. Et quand ils l'ont trouvée, ils l'ont tuée. Et ils t'ont emmené. Pourquoi? Pourquoi m'emmener vivante? Parce que tu étais la seule témoin. Tu as vu le chauffeur du camion? Tu étais dans la voiture. Tu pouvais l'identifier. Ils t'ont emmené, mais au lieu de te tuer, quelqu'un a eu pitié. Il t'a laissé dans un orphelinat loin d'ici, avec un nouveau nom. Ils ont effacé tes traces. Silence. Le poids de l'histoire flottait entre eux, lourd et toxique. Ellie s'adossa au mur, se frottant le visage. Elle tremblait. Tout ce que je suis est un mensonge, murmura-t-elle. Mon nom, ma famille, ma vie. L'amour n'était pas un mensonge, dit Gabriel, ses propres larmes cédant enfin. L'amour que Clara et moi avons eu pour toi était réel. Chaque instant, chaque rire. Tu étais notre lumière, Livia. Elle le regarda, et dans ses yeux il vit l'enfant qu'il avait perdu. Il vit la confusion, la douleur, mais aussi une lueur de mémoire, un souvenir enfoui de sécurité, de bras protecteurs, de berceuse. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, sa voix de policière revenant, mais fragile. « Maintenant, dit-il en inspirant profondément, tu as un choix. Tu es la capitaine Élise Delacroix. Tu peux m'arrêter, me livrer à la justice pour ce que j'ai fait, pour la fraude, pour l'enlèvement. J'accepterai. C'est ce que je mérite. » Il tendit les mains, comme pour recevoir des menottes. Elle regarda ses mains,
calleuse et tachée d'huile, les mains qu'il avait portées, réparer ses jouets, essuyer ses larmes. Toute une vie de mensonges, mais aussi d'amour véritable. L'affaire de l'accident de 1998, dit-elle enfin d'une voix ferme. Le chauffeur du camion n'a jamais été retrouvé. Naan. Et l'affaire de l'homicide de Clara et de la disparition de Livia n'a jamais été résolue non plus. Il acquiesça, en silence. Elle ferma les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, une décision y brillait. Pas celle d'une fille, mais celle d'une policière. Et peut-être un peu des deux. Gabrielle Moreau, dit-elle, le nom sonnant étrangement dans sa bouche. La justice que tu mérites n'est pas la prison. C'est d'aider à fermer 2 affaires non résolues. Celle de l'accident qui a tué mes parents biologiques et celle de l'assassinat de Clara. Il la regarda, à la fois plein d'espoir et brisé. Tu témoigneras. Tu diras tout sur le camion, sur ce que tu as vu. Nous irons chercher Valois, mais pas pour les faux papiers. Pour son éventuelle implication dans l'homicide. Et nous trouverons celui qui a réellement tué Clara. Ensemble. Ensemble, répéta-t-il, incrédule. Elle ne le toucha pas. Le pont entre eux était encore en ruine, peut-être pour toujours. Mais elle acquiesça. Pour Clara, pour les Delacroix, et pour Livia, la petite fille que j'ai été, et la femme que je suis devenue grâce à toi, et malgré toi. Cette nuit-là, sous la même pluie qui tombait sur Lyon 23 ans plus tôt, une nouvelle vérité naquit. Non pas celle d'un père et d'une fille retrouvés, mais celle de 2 survivants d'une même tragédie, unis par un passé sanglant et par une justice encore à rendre. Le chemin à venir serait douloureux, rempli de vérités dures et de pardons impossibles. Mais pour la première fois depuis qu'il avait vu sur la route, Gabriel sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait une chance de rédemption. Non dans l'amour d'une fille, mais dans l'accomplissement d'un devoir qu'il devait depuis longtemps. Et pour Élise, il y avait enfin la possibilité de découvrir qui elle était, non seulement Élise Delacroix, non seulement Livia Moreau, mais la femme forte qui avait survécu à tout pour apporter la justice, même aux fantômes de ses propres vies passées. La pluie continua de tomber, lavant la route, purifiant l'air. À l'intérieur de l'atelier, 2 étrangers au passé commun commencèrent à planifier l'avenir, conscients que plus rien ne serait jamais comme avant. Mais peut-être que, justement pour cette raison, ils pourraient enfin trouver un peu de paix.